va continuer à évoquer ces pourparlers au sultanat d'Oman avec notre invité. Bonjour Marc Finot. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous ce midi sur France 24. Vous êtes ancien diplomate français, professeur également associé au Centre de politique de sécurité de Genève, donc en Suisse. Première question avec vous. On a vu, je le disais juste avant le début de notre entretien, le format de ces négociations suscite beaucoup d'interrogations. On ne sait pas s'il y aura des rencontres en face à face. Côté iranien, on veut tout consigner par écrit et faire passer cela via un médiateur. Il y a quand même beaucoup de méfiance. Oui, alors c'est pas étonnant, évidemment, compte tenu de l'historique des relations entre les deux pays, mais surtout depuis la première administration de Trump. Donc Trump qui a, comme vous l'avez rappelé, qui a retiré les États-Unis de l'accord de 2015. Donc depuis, évidemment, il y avait des tensions aggravées par, évidemment, la situation régionale, les attaques mutuelles entre Israël et l'Iran. Et puis, il y a eu lorsque Trump a été réélu, cette idée de relancer les négociations, mais à ce moment-là, il y a toujours un peu cette crainte en Iran de se faire un peu rouler dans la farine ou d'avoir simplement une poignée de main comme Trump l'avait fait avec le leader nord-coréen et qu'il n'y ait pas de véritable négociation. Or là, on a quand même des signaux plutôt favorables que la réunion ait lieu, la rencontre ait lieu à un niveau assez élevé. Le ministre des Affaires étrangères iranien et le conseiller personnel pour la sécurité Witkoff du président Trump. Et puis des déclarations récentes qui vont plutôt dans le sens de l'apaisement. Alors, évidemment, Trump manie toujours la carotte et le bâton, menace évidemment d'actions militaires contre l'Iran. L'Iran répond comme il peut, mais le fait même que cette rencontre ait lieu, et peu importe le format, table ronde, table carrée, en fait, ils peuvent parler, c'est ça le plus important. Oui, justement, et d'ailleurs, pour corroborer vos dires, le ministre des Affaires étrangères iranien dit, lui, chercher effectivement un accord équitable sur un pied d'égalité avec les États-Unis. Plus largement, est-ce que, selon vous, Marc Finot, l'Iran n'a pas intérêt en ce moment à négocier? L'Iran qui est affaibli, ces proxys comme on les appelle, ont été très affaiblis, notamment le Hezbollah, puis on pense également au régime syrien. Est-ce que l'Iran n'est pas en position de faiblesse et n'a pas tout intérêt à négocier finalement? Alors bien sûr, c'est le cas depuis cet affaiblissement dû aux actions militaires israéliennes, mais je veux dire en même temps, c'est quelque chose de constant. Depuis le début de ces négociations, le principe même de l'accord réciproque, mutuellement avantageux de 2015, c'était que on avait d'un côté des restrictions sur le programme iranien et de l'autre côté la levée des sanctions. Donc, à partir du moment où Trump a réimposé des sanctions, l'intérêt iranien, c'était de trouver un moyen, une solution, de les faire lever. Alors, il y a eu des négociations pendant la période de Biden qui étaient pratiquement sur le point d'aboutir grâce à la médiation de l'Union européenne. Mais puis là-dessus est arrivée évidemment la guerre en Ukraine, les livraisons de drones iraniens, la situation intérieure, les protestations, etc. Donc, ça devenait beaucoup plus difficile pour Biden de conclure un accord dans ces conditions. Est-ce que, selon vous, les négociations s'axeront sur le nucléaire? C'est un dossier prioritaire, mais c'est également le seul atout, d'une certaine manière, dans la manche de Téhéran. Ou est-ce que l'Iran serait plutôt tenté de négocier un fin de soutien à ses proxys, notamment les Houthis, on peut penser à eux, en échange, pourquoi pas, d'une levée des sanctions, comme vous l'évoquiez? Alors, il y a plusieurs options, plusieurs solutions qui vont être discutées certainement. L'option la plus large, c'est-à-dire d'inclure pratiquement tous les sujets, y compris le programme de missiles iranien, les proxys, la politique extérieure iranienne dans la région, etc. Mais là, on sait que ça va évidemment compliquer les choses, ça va faire durer les choses encore plus longtemps, et on risque finalement, sur le dossier nucléaire, d'être perdant. Donc, il y a une solution beaucoup plus pragmatique qui est de ce qu'a fait Obama, qui est de se concentrer sur le programme nucléaire, parce que c'est finalement le plus urgent, le plus important, et peut-être de renvoyer les autres dossiers à plus tard. Alors, là aussi, sur le dossier nucléaire, il y a aussi l'option zéro,
que préconisent certains, disons, néoconservateurs américains, c'est pas sûr que ce soit l'option préférable et préférée par Trump et son équipe. L'option zéro, je me permets de vous couper, vous voulez préciser, pas de nucléaire du tout, c'est bien ça, hein? Exactement, renoncer à tout le programme d'enrichissement. Déjà dans l'accord de 2015, l'Iran avait renoncé à produire du plutonium, ce qu'il n'a pas cherché à contourner. C'est une obligation qu'il continue d'accepter. Sur l'enrichissement d'uranium, il a répondu au retrait américain en suspendant certaines des restrictions sur son programme, donc en augmentant le pourcentage d'enrichissement, mais l'Iran dit toujours que c'est un programme à usage pacifique. Pour l'instant, malheureusement, c'est un peu la faiblesse de l'argument iranien. On ne voit pas très bien à quoi servirait cet uranium enrichi, puisque pour la centrale de Bushehr, le combustible est transmis et livré par la Russie. Donc, pour cette centrale-là, en tout cas, l'Iran n'en a pas besoin. Est-ce qu'il veut multiplier le nombre de centrales à usage civil, d'énergie nucléaire? Pour l'instant, c'est pas clair. Il n'y a pas de programme annoncé. Donc, c'est ce qui maintient évidemment la suspicion, qui est une forme de dissuasion, un peu de levier que veut maintenir l'Iran d'une certaine façon. De son côté, je voulais évoquer également avec vous le côté américain de ces négociations, et notamment la personnalité de Donald Trump qui a menacé à plusieurs reprises de bombarder l'Iran si Téhéran ne mettait pas fin à son programme nucléaire. Là, comme vous le disiez, on alterne entre la carotte et le bâton. Là, c'est plutôt visiblement la carotte qui est présentée sur ces négociations directes. Est-ce que, plus largement, la personnalité de Donald Trump ne pourrait pas torpiller simplement ces tentatives de négociation? Évidemment, il est totalement imprévisible, versatile, il change très vite d'avis, il est influençable. L'aspect positif, c'est que, premièrement, il y a une négociation. Deuxièmement, il n'y a pas de déclaration complètement radicale, extrémiste, même s'il y a cette menace de frappe militaire en cas d'échec de la négociation. Donc ça, c'est le bâton, mais en même temps, Trump est parfaitement conscient que s'il veut un accord, il va falloir en payer le prix, c'est-à-dire lever les sanctions. Et là, derrière, il y a aussi un lobby aux États-Unis qui est favorable à cette levée des sanctions, parce que ça voudrait dire ouvrir le marché iranien aux exportations américaines, aéronautiques, de biens de consommation. Et donc là, dans la crise du commerce international causée par Trump, ça pourrait offrir une ouverture. Mais le problème pour les Européens, c'est que là, du coup, les Européens se seraient un peu écartés, marginalisés. Oui, justement, un dernier mot avec vous sur la place des Européens. On l'a vu dans les négociations déjà avec l'Ukraine que les Européens n'étaient pas conviés. Là, visiblement, vous avez rappelé leur grand rôle, notamment dans l'accord de 2015. Là, encore une fois, les Européens ne sont pas conviés. Non, alors là encore, on peut dire que le travail principal a déjà été fait grâce à l'action européenne, mais aussi avec, il faut bien le reconnaître, la contribution de la Russie et de la Chine. Mais bon, évidemment, on sait très bien que Trump n'aime pas le multilatéral, n'aime pas l'Union européenne, n'aime pas même les Nations unies, et donc il va essayer de tout faire pour conclure un accord, un deal, comme il dit, dont il pourra s'attirer le mérite, le crédit, peut-être être candidat au prix Nobel de la paix, puisque pour l'instant, sur les autres dossiers, Ukraine, Gaza, il n'y a pas de résultat spectaculaire. Donc, effectivement, ça peut être une motivation pour Trump d'aboutir à un accord, mais comme on le sait, le diable est dans les détails, donc il va falloir évidemment vérifier que c'est un accord sérieux, solide, et que l'agence atomique de Vienne va pouvoir continuer à exercer son travail de vérification sur le terrain. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marc Finot, d'avoir répondu à nos questions.